Bonsoir de l'auditoire de l'hôpital Cashback. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale des parents et aussi en lien avec la Journée européenne contre l'obésité célébrée au mois de mai, nous avons le plaisir de vous souhaiter la bienvenue pour ce webinaire organisé par le Service national de psychiatrie juvénile des hôpitaux Robert Schuman, Santé Service, et aujourd'hui en partenariat avec le DECCP de la clinique pédiatrique du Centre hospitalier de Luxembourg et l'Auréa Center. Nous allons parler ce soir, comme vous le savez déjà, de l'obésité chez les enfants et les adolescents, un sujet qui intéresse beaucoup de parents et de professionnels de santé aussi, puisqu'aujourd'hui, ce phénomène touche environ 20% de la population infantile. Nous avons le plaisir d'avoir comme intervenants 3 experts dans la matière de 3 domaines différents. Docteur Karine de Beaufort, médecin pédiatre, endocrinologue du DECCP de la clinique pédiatrique du Centre hospitalier de Luxembourg. Docteur Salima Arab, pédopsychiatre et psychothérapeute du Service national de psychiatrie juvénile des hôpitaux Robert Schuman. Et docteur Jean-Paul Schmitz, médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation de Réa Center. Alors, du point de vue organisationnel, le webinaire se composera de 2 parties. Pendant la première, les orateurs présenteront les caractéristiques de l'obésité, les causes et les conséquences, et nous proposerons des solutions possibles. Et la deuxième partie vous est entièrement dédiée, puisque vous pouvez poser toutes vos questions. N'hésitez donc pas de nous les poser en direct via le chat à votre langue de préférence. Je vais maintenant donner la parole à Dr de Beaufort pour la première présentation du webinaire. Merci. Un très très grand merci d'avoir l'occasion ce soir de discuter d'un sujet que nous tenons à cœur. Comme titre, on a mis l'obésité chez l'enfant et l'adolescent. Est-ce que c'est les conséquences éducatives ou est-ce que c'est une maladie? Je pense pour nous c'est clair. Et on n'est pas les seuls qui ont inventé ça. L'obésité est une maladie reconnue comme maladie chronique, complexe, hélas beaucoup trop fréquente, avec des grands risques de rechute. Alors quelque chose qu'on doit prendre au sérieux et pour laquelle on est ravis de travailler en équipe parce que c'est le seul moyen, je pense, d'avancer. Dans ce cadre-là, on a aussi soumis une demande de mise en réseau national de compétences et vous voyez là-dessus des partenaires différents, dont il y en a 3 qui vont participer aujourd'hui au webinaire, mais on travaille aussi beaucoup avec les personnes en libéral, parce que je pense qu'il faut mettre les mains ensemble pour avancer dans ce problème. Je pense qu'on le connaît tous, même si ici à Luxembourg, on est peut-être encore un peu moins fréquenté avec ce problème qu'on l'est en Amérique ou dans un certain nombre d'autres pays. Mais on sait que le problème existe ici aussi et que ce n'est pas en arrêt d'augmentation. Alors, qu'est-ce que c'est l'obésité? Le surpoids et l'obésité, c'est finalement un problème qu'on a trop de graisse. Et cette graisse se trouve à des endroits où elle ne devrait pas se trouver et crée des risques pour notre santé. Et là, c'est surtout important de regarder la graisse qu'on a en viscéral comparée avec la graisse qu'on a juste sous la peau, en sous-cutané. Je pense que beaucoup de gens sont au courant de ce mesure qu'on appelle le BMI, Body Mass Index, ou IMC, index de masse corporelle. Et évidemment, il faut faire très attention quand on fait ce calcul, quand on travaille avec les enfants. Chez l'adulte, on a des chiffres, mais chez l'enfant, il faut l'adapter, et il faut l'adapter à l'âge et au sexe de l'enfant. Parce que 25 ou 22 comme chiffre est parfait pour l'adulte. Or, si un enfant a 7 chiffres, ça dépend de son âge et de si c'est une fille ou un garçon, si c'est quelque chose qui peut être vraiment l'obésité. Ici, vous avez l'image. Vous pourriez voir les courbes qui ont été établies basées sur des valeurs, sur des chiffres très importants de nombre d'enfants dans le monde. Et on a essayé de dire qu'est-ce qui est la moyenne, avec quoi est-ce qu'on est super contente, mais avec quoi il n'y a pas vraiment de risque plus important. La ligne au milieu dans les 2 graphes, c'est la ligne noire qui est finalement la moyenne. Si vous êtes là-dessus, il n'y a pas de problème. Si vous sortez, ou si l'enfant a une BMI qui sort de lignes qui sont
au-dessus et en dessous, il faut commencer à réfléchir, tant pour le en dessous que pour le au-dessus. En même temps, il ne faut pas rester fixé que sur un chiffre, parce qu'ici, vous voyez un type, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, qu'il n'y a pas tellement de graisse. Ce type a un BMI, c'est une adulte, parce que je n'ai pas l'exemple chez un enfant, mais ce type a une BMI de 30, ce qui est obésité. Or, comme vous le voyez, c'est que de muscles. Alors là, ce n'est certainement pas la population pour laquelle nous, on se ferait des soucis. Peut-être pour des autres raisons, mais pas pour l'obésité. Alors, est-ce que le problème est grand? Oui, le problème est grand, parce que si vous regardez les enfants en dessous de 5 ans, 41 millions qui auront une surcharge ou une obésité. Et ça, c'est les chiffres de l'OMS, l'Organisation mondiale de santé. Et si on regarde les enfants ou les jeunes entre 5 et 19 ans, ça représente plus que 340 millions. Ici, pour Luxembourg, le problème se présente aussi. Et on a, avec des chiffres qui ne sont pas de l'année passée, parce qu'à cause de Covid, on n'a évidemment pas eu des visites médicales au niveau santé scolaire. Mais les derniers chiffres figurent plus ou moins 12 ou 14% des enfants qui ont une obésité et une surcharge pondérale, alors qui ont cette maladie complexe, chronique. Et quasi partout, dans les pays autour de nous ou ailleurs, il y a une augmentation. Alors, quelles sont les causes de cette maladie? Bon, je pense qu'on est tous au courant qu'il y a une partie génétique, parce qu'on voit que parfois, il y a des parents qui ont eux-mêmes, qui souffrent d'une obésité, ont un peu plus de risque d'avoir des enfants qui ont une obésité. Il y a des facteurs hormonaux qui peuvent jouer un rôle. Il y a un environnement, la pauvreté dans les pays qui sont plutôt riches, et les pays en voie de développement, c'est plutôt la richesse qui est associée avec un risque pour l'obésité. Évidemment, il y a beaucoup qui a changé dans la qualité de notre alimentation, et junk food qu'on cherche rapidement à côté n'est pas ce qui est à conseiller à cause de son effet sur notre poids. Ne plus bouger, on bouge beaucoup, mais avec les doigts, ça n'aide pas beaucoup pour vraiment utiliser ce qu'on mange au niveau des muscles. Il y a les facteurs psychologiques, mais il y a certainement encore des discussions beaucoup plus importantes qui vont suivre. Il y a aussi ce qu'on a comme organe à l'intérieur de notre intestin qui s'appelle le microbiome. C'est un organe avec des bactéries en nombre plus important de cellules que vous avez au niveau du corps. Et ça joue un rôle. Et je pense que tous ces facteurs, il ne faut pas les oublier. Là, c'est des images qui ont circulé sur le web qui ne sont pas super, qui montrent le problème, je dirais, quand on crée quelque chose qui va être abordé après par Dr Salima Arab. Il y a des facteurs de risque pour cette maladie. Il y en a qui ne sont pas modifiables. Si vous avez une prédisposition génétique, on ne peut pas changer le risque. Mais on peut travailler pour éviter que ça se mette en place. Génétique ne veut pas dire qu'on l'a d'office. Il faut aussi voir qu'on peut à ce moment-là travailler pour l'éviter. Il y a des facteurs de risque prénataux avant qu'on est né, où il y a une obésité de la maman. Il y a des césariennes qui peuvent jouer un rôle, et probablement par intermédiaire, par exemple, de cette microbiome. On l'a vu aussi, et ça on ne peut pas changer non plus a posteriori, quand on est trop gros ou trop petite à la naissance. Être trop petite à la naissance, c'est un facteur de risque franche pour devenir une adulte obèse. Mais qu'est-ce qu'on peut changer? On peut encore mieux prendre en charge ce qui se passe avant la naissance d'un enfant. Et après la naissance, stimuler l'allaitement, essayer de voir si on peut éviter les antibiothérapies qui changent de nouveau cet organe qui s'appelle microbiome. En même temps, parfois c'est nécessaire d'avoir une antibiothérapie, à ce moment-là, il ne faut pas le discuter. Activité physique, on revient là-dessus parce qu'on trouve que c'est un facteur extrêmement important. De nouveau, on peut le modifier et on peut réduire les facteurs de risque de devenir obèse ou de maintenir une obésité. Les facteurs de stress, bon, là je pense qu'on peut en parler longtemps et là je n'aurai pas le temps et la permission de le faire. Ça joue un rôle. Alimentation, la précarité et des facteurs hormonaux, tous des facteurs pour lesquels on peut faire quelque chose. Et c'est important. Pourquoi est-ce que nous, en tant que médecins, on s'inquiète? On s'inquiète parce qu'il y a des risques, il y a des complications. Et ces complications ne sont pas des complications inodines. C'est l'hypertension artérielle,
c'est le mauvais profil lipidique avec des vaisseaux qui peuvent s'obstruire. Il y a l'insulinorésistance et le risque d'un diabète. Et ici, sur la photo à droite, vous voyez un cou qui est un peu noirci. Et ça, c'est quelque chose qui, pour nous, médecins, est un signe de hyperinsulinisme, risque pour le diabète de type 2. On voit des troubles au niveau des règles. On voit un développement des seins chez le garçon. On voit des problèmes du développement pubertaire chez le garçon parce que le zizi n'est pas toujours visible, parce que c'est caché dans la graisse. Des pilosités plus importantes et, comme je disais, cet noircissement qui s'appelle acanthosis nigricans. Il y a des complications au niveau des articulations, il y a des complications digestives et au niveau du foie. Il y a des troubles respiratoires avec parfois des arrêts pendant la nuit et pour respirer, et aussi des problèmes évidemment de bouger. Et revient après les soucis psychologiques qui sont non négligeables et très importants. Alors on entre dans un cercle vicieux. Et si on peut faire une chose avec vous et avec les personnes qui sont atteintes de cette maladie, c'est essayer de sortir de ce cercle vicieux pour ne pas avoir ce problème de respirer et des conditionnements physiques qui peut mener parfois aussi avec l'obésité à cette mobbing, la dépression, l'isolement. On ne bouge plus, on ne sort plus et on n'a qu'une prise de poids. Alors il faut travailler ensemble et il faut essayer de modifier cette évolution. Ici, vous voyez un plan détaillé. Je ne vais pas aller dans tous les détails, mais en équipe, on a essayé de mettre en place ce réseau et c'est soumis pour aval. Où finalement, on fait une première diagnostic à la clinique des enfants, où on voit les enfants avec une équipe locale. Après, on discute de tous ces enfants dans l'équipe multidisciplinaire pour laquelle vous allez entendre les deux autres orateurs et partenaires par la suite. Et on essaye d'identifier la meilleure approche thérapeutique, multidisciplinaire, personnalisée. Et après, il faut voir. Ça passe ou on a une rechute. Il faut être prête à tout. Très important, travailler ensemble et ne pas accepter que ça persiste. Maintenant, je donne la parole à ma collègue, Dr. Salima Arab. Merci, Karin. Merci nochmal und ich danke für die freundliche Unterstützung unserer Klinik für diesen aus unserer Sicht sehr wichtigen Tag. Ich werde jetzt die Sprache wechseln. Ich werde auf Deutsch Ihnen meinen Teil präsentieren. Wir als Kinder- und Jugendpsychiater hier am Nationalen Dienst der Jugendpsychiatrie sind froh, dass wir mit den Kollegen vom CHL und vom Reha-Center zusammen an diesem Projekt arbeiten können, um an Kindern und Jugendlichen mit schwerem Übergewicht oder gar Adipositas helfen zu können. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, warum ist jetzt ein Kinder- und Jugendpsychiater hier dabei? Warum ist das überhaupt relevant, dass ein Kinder- und Jugendpsychiater hier mit im Boot ist? Darüber wollen wir jetzt ein bisschen sprechen, warum auch ein psychologischer Ansatz wichtig ist, was da für Ursachen und Folgen sind und warum ein multidisziplinärer, fächerübergreifender Ansatz genau der richtige Ansatz ist, um unseren Kindern und Jugendlichen bestmöglichst helfen zu können. Bereits meine Kollegin Frau Dr. de Beaufort hat schon darauf hingewiesen, dass die Zahlen relativ alarmierend sind, dass leider ein großer Teil unserer Kinder bereits an Übergewicht oder sogar Obesität, Adipositas leidet, dass generell ein Trend dahin zu sehen ist, dass die Zahlen wachsen und deswegen ist es etwas, wo wir uns als Ärzte dem widmen wollen. Ein Großteil hat meine Kollegin bereits vorgestellt, was ein Adipositas ist. Es ist ein körperlicher Zustand mit einem zu hohen Verhältnis von Gewicht, insbesondere Fett zur Größe. Und das Übergewicht bezüglich und auch gar dann die Adipositas hat dann später, wie bereits eindrücklich von meiner Kollegin dargestellt, bedeutende Folgeerkrankungen zur Folge. Auf der medizinischen Seite den Bluthochdruck, Zuckerkrankheiten, den Diabetes Typ 2,
auch beispielsweise nächtliche Atemaussetzer, es kann auch krebsfördernd sein, Arthrosen können bedingen, aber vor allen Dingen wissen wir, dass es auch eine Ursache können für wichtige Folgeerkrankungen, die psychisches Leiden, psychische Störungen begünstigen, wie beispielsweise eine Depression, Probleme des Selbstwerts, Angststörungen bis hin zu Essstörungen, wie beispielsweise Binge-Eating-Störungen. Es ist also ein körperliches Problem, aber der Seelenzustand hängt ganz stark damit zusammen. Es ist natürlich auch keine ausschließlich psychische Erkrankung, wie bereits dargestellt wurde. Und es gibt aber auch viele psychologische Faktoren, die diese Erkrankung oder die Problematik der Adipositas mit bedingen können. Beispielsweise etwas, was wir häufig sehen, ist das Problem der Stigmatisierung. Ja? Das sogenannte Fat-Shaming oder Body-Shaming, das heißt, dass Kinder und Jugendliche oder auch Erwachsene mit schlechten Wörtern, also böswillig vernannt werden und sie sozusagen betitelt werden aufgrund ihres Äußeren und darauf wird ein Prädikat gelegt. Ja. Umweltfaktoren, bereits angedeutet, die Faktoren haben sich verändert, unsere jetzige Lebensweise hat sich verändert, darauf gehe ich jetzt noch mal gleich im Detail ein. Und das ist natürlich auch ein Grund, was irgendwie zu dieser Steigerung der Adipositas weltweit wohl geführt hat. Die genetischen Veranlagungen hat meine Kollegin schon klar genannt. Problem ist natürlich, die ist da können wir jetzt nicht viel machen, aber es hängt auch von den Wechselwirkungen, wie verhalte ich mich, auch wenn ich eine gewisse genetische Disposition habe ich trotzdem etwas in der Hand, etwas machen zu können. Wir wissen aber auch zum Beispiel, dass Übergewicht und Adipositas besonders stark vertreten ist bei Menschen mit bereits psychischen Störungen. Wir wissen, dass es überproportional häufig ist bei Menschen mit Depressionen, mit Angststörungen, bei Psychosen. Und daher ist das auch für uns als Kinder- und Jugendpsychiater etwas, was wir auch sehr häufig leider sehen. Und wir wissen, dass häufig ein schwieriges Verhältnis in der Peer Group, also zu Gleichaltrigen, soziale Interaktionsstörungen irgendwie begünstigend sein können, aber auch in der Familie schwierige Verhältnissituationen auch etwas sein kann, was dazu eher prädisponierend sein kann, dass so etwas entstehen kann. Ich gehe noch mal auf 2 Punkte ein. Zum einen auf die Stigmatisierung. Ja. Die Stigmatisierung, das sogenannte Fat-Shaming oder Body-Shaming, ist etwas, wo jetzt alle sagen werden, ja, das kennen wir, das gab es schon immer. Es wurden immer schon Menschen, die etwas körperlich fülliger waren, irgendwie benannt, also abwertend benannt. Es ist natürlich aber auch so, dass das etwas ist, was sicherlich auch aufgrund der Digitalisierung extrem zugenommen hat, dass Menschen extrem bewertet werden. Und das trifft natürlich auf Kinder und Jugendseelen, junge Kinder und Jugendliche, die versuchen gerade ihre Identität zu finden, ihr Gefühl für ihren Körper. Und in dieser Phase sind das natürlich kann das wirklich nachhaltige Eindrücke hinterlassen, bis hin zu einer Traumatisierung. Es kann bis hin zu einer Mobbing-Situation sein. Das kann natürlich auch ein Stück weit ein Auslöser sein, das sehen wir auch leider nicht selten, für beispielsweise Essstörungen. Ja? Sei es im Bereich, wo wir jetzt sind, im Bereich Binge-Eating, das heißt ein Impulsessen, es wird ganz viele Mengen, werden auf einmal gegessen. Oder sei es in der Richtung, dass sozusagen eher dann das Gegenteil erfolgt, dass eher restriktiv und wenig gegessen wird. Ja? Und natürlich kann auch so etwas zu niedrigem Selbstwert führen. Ja? Diese Sachen, also wie die Traumatisierung, wissen wir, kann aber auch zu Angst- und Panikstörungen führen. Also es können dann ein Faktor sein, der Auslöser ist für Angst- und Panikstörungen, aber auch für Depressionen. Wir wissen, dass überproportional häufig Menschen mit einem Übergewicht oder eine Adipositas überproportional häufiger an Depressionen leiden, aber auch an sozialen Ängsten und insbesondere auch Essstörungen sind bei diesen Jugendlichen häufig, wissend, dass Essstörungen allgemein im Jugendalter insbesondere ihren Ursprung finden, ganz klassischerweise bei Mädchen, Beginn der Pubertät oder kurz vor Beginn der Pubertät, wenn der Körper sich verändert. Also das ist ein ganz wichtiger Faktor, der da auch eine Rolle spielt. Ein anderer Faktor ist natürlich die sogenannten Umweltfaktoren. Unsere Welt hat sich ja massiv verändert. Ja.
durch die industrielle Revolution, jetzt die digitale Revolution. Wir brauchen immer weniger Bewegung. Ja, früher brauchte man Bewegung, um sein Essen zu jagen. Jetzt müssen wir noch zum Supermarkt gehen oder noch besser, wir müssen jetzt nur klicken, ja, und das Essen wird uns geliefert. Ja. Also wir haben nicht mehr diesen Bewegungsdrang, also wir müssen nicht mehr uns bewegen. Gleichzeitig ist aber unser Körper so konstituiert, dass wir uns bewegen müssen. Es scheint so zu sein, dass die Menschen sich heutzutage etwa 2/3 weniger bewegen als vor 100 Jahren. Und damit kommt unser Körper nicht zurecht und baut dann sozusagen Muskel ab, Fett wird aufgebaut. Die Digitalisation ist auch etwas, was jetzt nicht gerade fördernd ist bezüglich Bewegung. Wir sitzen dadurch noch mehr als sowieso in unserer Bewegung, in unserem Alltag. Und dann, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Gaming-Situation denke, wo dann Kinder dann statt dem normalen Tough Play draußen sich rolzen und so weiter, halt eher dann zu Hause sitzen und oder auch draußen sitzen können an der Switch oder an der PS und spielen da, dann gehen sie auch nicht ihrem normalen Bewegungsdrang nach und das fördert das natürlich auch. Und dann auch gleichzeitig die Situation, dass wir über viele hochkalorische Nahrungsmittel verfügen, die sind sogar noch einfacher zu erhalten als, sage ich mal, normalkalorische Nahrungsmittel. Und diese in der Kombination mit Sitzen, Essen, sich nicht bewegen, eine schwierige Triade und das könnte man natürlich jetzt als Wohlstandsproblem sehen. Und all diese 3 Sachen, interessanterweise wissen wir, dass Bewegungsmangel, eine intensive Digitalisation, ein intensives Gaming oder ein Bildschirmsein, eine unausgewogene Ernährung, all diese 3 Faktoren können psychische Störungen wie beispielsweise Depressionen steigern. Da gibt es ganz viele Etüden dahin und das ist sicherlich auch ein Grundproblem, warum es dann zu der Häufung von psychischen Störungen dann kommen kann. Also es ist daher wichtig, dass wir verstehen, was sind denn die Risikofaktoren für den Übergewicht, damit wir gute Therapieansätze entwickeln können. Es ist wichtig zu verstehen, wie ist denn die Motivation des jeweiligen, wie sieht es aus mit der Impulsivität. Impulsivität heißt, ich habe etwas, was ich gerne tun will und tue das eher ungebremst, ja, um dann entsprechend therapeutisch wirken zu können. Das alles ist wichtig, um das gut zu verstehen, um dann zielgerichtet und genau wirken zu können. Das alles ist bereits untersucht worden von der ABMF, das ist die Arbeitsgemeinschaft für medizinische Fächer, die das wissenschaftlich begutachtet hat. Und die haben ein großes Leitlinien erbracht, die sind für uns als Ärzte wichtig, was wichtig wäre für die Therapie des Übergewichts und der Adipositas bei Kindern und Jugendlichen. Und da findet sich, dass insbesondere kombinierte, multidisziplinäre, interdisziplinäre Therapieprogramme wichtig sind. Solche, die halt sozusagen auch, aber auch Familie mit motivieren, unterstützen wirkend und aber neben dem Bewegungsaspekt, den diätetischen Aspekt auch noch psychologisch mitwirken, am besten Fall anhand von kognitiver Verhaltenstherapie. Und dieses Sammelsurium aus dem Ganzen ist das, was eigentlich empfohlen wird laut den Leitlinien. Und daraus heraus hat sich dann in Kollaboration mit unseren 2 Partnern das dann auch entwickelt, mit den Kollegen vom CHL und dem Reha-Center, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen etwas auf die Beine kriegen, was genau all diesen multidisziplinären Ansatz auch verfolgen kann, damit wir den Jugendlichen auch so gut wie möglich und Kindern so gut wie möglich helfen können. Ich stelle Ihnen noch mal ganz kurz vor, diesen Parcours, den hatte Ihnen ja Frau Dr. de Beaufort schon vorgestellt. Also unsere Idee ist es, dass am Anfang ein Clearing entsteht. Da kann man uns Kontaktaufnahme nehmen, das wird dann im CHL sein. Die Kollegen haben dann das Erstgespräch, sehen sich die Patienten an, machen verschiedene Untersuchungen. Es gibt dann einen gemeinsamen Staff, wo wir die Patienten diskutieren und überlegen dann gemeinsam, was ist für welchen Patienten genau die richtige Therapie ist. Reicht es, wenn das jetzt ambulante Therapie ist? Ist es besser, eine Prise en charge zu haben im Reha-Center, einen multimodalen Ansatz, aber nicht ganz intensiv? Ist es eher sinnvoll, dass es einen ganz intensiven Therapieeinsatz haben muss bei unserem Service National von der Psychiatrie Juvenil? Diese Diskussion führen wir dann gemeinsam als Experten und entscheiden dann mit der Familie, welcher Weg ist hilfreich. Und es ist natürlich die Frage, was können Sie aber vorher tun, bevor es da vielleicht so weit kommt. Also einen ganz wichtigen Aspekt, ich habe jetzt ein paar Sachen zusammengestellt, die aus meiner Sicht wichtig sind für Sie, besonders als Eltern.
leben Sie Ihren Kindern nicht eine Diätkultur vor. Also Diäten haben eigentlich absolut nichts verloren bei Kindern. Das ist eher, entweder haben wir einen Jojo-Effekt oder es kommt in eine restriktive Ernährungsproblematik und wir kommen in den Untergewicht mit der Entwicklung von anderen Essstörungen. Wichtig ist ein ausgewogenes Essen, aber jetzt nicht spezifische Diäten. Ja. Vermeiden Sie es, Kinderkörper zu bewerten. Also Kinderkörper, Jugendlichenkörper, aber auch den eigenen Körper. Also es ist auch immer die Frage, wie bewerte ich mich, wie präsentiere ich mich, was sage ich darüber, welchen Namen gebe ich dem Körper, das wäre ganz wichtig, weil das ist etwas, wo schon letztlich schon Bodyshaming anfängt und wo letztlich auch schon so die erste Saat schon so ein bisschen gesetzt wird. Vermeiden Sie es, unachtsam ständig zu essen. Gemeinsame Mahlzeiten zusammen als Familie sind hilfreich. Achtsam zu essen und auch gemeinsam sich auszutauschen, fördern natürlich auch die Familiensituation, die Beziehung und sind hilfreich und wichtig für Kinder und Jugendliche. Vermeiden Sie es, Frust so anstauen zu lassen. Geben Sie die Möglichkeit, Ihren Kindern und Jugendlichen zu sprechen über das, was sie belastet. Es muss einfach eine Sprechkultur zu Hause sein, wie beispielsweise am Essentisch, wo man einfach über alles reden kann, alles sagen kann, weil das hilft auch. Warum ist es wichtig? Frust kann natürlich auch zu einem emotionalen, zum sogenannten Frustessen auch führen, was jetzt auch nicht gerade hilfreich ist. Vermeiden Sie auch Perfektionismus und hohe Anspruchhaltung. Oft ist es so, dass Kinder, die diese Probleme haben, oft einen ganz irrationalen Anspruch an sich haben, wie sie sein mussten. Aber das führt zu Frust und das wiederum kommen wir wieder in diesen Teufelskreislauf zurück. Und vermeiden Sie zu hohen Medienkonsum. Es gibt viele Empfehlungen darüber, wie viel Medienkonsum wann gut ist. Zum Beispiel auf der Seite von Be Secure gibt es sehr gute Anleitungen. Das ist ganz wichtig, weil damit setzt man schon. Je mehr ein Kleinkind, besonders unter 3 Jahren sitzt, desto höher ist das Risiko für Entwicklung von Übergewicht und Adipositas später. Was ist wünschenswert? Wünschenswert ist, dass wir selbstbewusst auch als Eltern auftreten unseren Kindern gegenüber, aber auch generell, egal wie der Körper gebaut ist, letztlich sind wir alle anatomisch nicht gleich. Ja? Es gibt auch eine gewisse genetische Komponente, andere sind etwas fülliger, andere weniger fülliger, aber trotzdem kann man zu sich einen positiven Gefühl haben im Sinne der Body Positivity, Body Diversity Entwicklung, wo es halt einfach wirklich eher darum geht, was wichtig ist, Bewegung zu fördern. Das ist etwas, was hilfreich ist, weil dadurch können auch Kinder und Jugendliche ein positives Gefühl für ihren Körper entwickeln und gehen einfach da ganz anders um damit und es ist auch medizinisch deutlich besser. Ne? Und natürlich Sie als Eltern, wir als Erwachsene sollten positive Vorbilder für unsere Kinder darstellen. Und mit dieser Wertehaltung, mit dieser Haltung versuchen wir mit unseren Jugendlichen zu arbeiten an ihrem Problem. Es geht eher darum, dass wir es zusammen packen, dass wir ein Grupp sind, dass man das packen kann, auch wenn es vielleicht mal Rechüten gibt, das ist dann so. Aber es wichtig ist, Alltag, dass man etwas Gutes für sich tut, ist gut für unsere Kinder und Jugendliche. In diesem Sinne, merci. Und ich leite weiter an meinen Kollegen Dr. Jean-Paul Schmitz. Wanschklift. Ja, vielen Dank, Salima. So, ich bin der Dr. Schmitz, also ich bin Dr. Schmitz, ich bin ein Lützebäuer. Ich habe aber dezidiert, meinen Vortrag auf Französisch zu halten, weil die meisten Kinder und Jugendliche, die wir am Programm haben, aber echt aus einem familiären Umfeld kommen, wo die Französische Sprache mehr gelebt ist. Und das gibt dann manchmal auch den Eltern helfen, den Exposé besser zu verstehen. Nous sommes alors le réseau de compétences moteurs dans lequel on va proposer des thérapeutiques aux enfants et adolescents qui ont des problèmes avec leur poids. On a chacune des cliniques une prise en charge particulière. Elles sont toutes complémentaires l'une par rapport à l'autre. Il y a d'abord une prise en charge d'abord plutôt simple qui est offerte qui est présentée à la Cana Clinique. Il y a une prise en charge plus structurée qui est mise en place au Rehab Center et il y a une prise en charge plus intensive qui est alors réalisée au Service national de psychiatrie juvénile pour les enfants qui ont donc un problème grave d'obésité et souvent aussi un problème de contexte psychologique ou social plus difficile. Quelles sont les recommandations pour les activités physiques?
Donc l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande pour des jeunes gens entre 5 ans et 17 ans de faire tous les jours 60 minutes d'activité physique d'intensité modérée pour développer des capacités d'endurance. Toute activité supplémentaire à ces 60 minutes est naturellement la bienvenue parce qu'elle améliore encore davantage l'état de la condition physique générale des jeunes. À côté de cela, il est aussi recommandé que les jeunes fassent des exercices plus intensifs 3 fois par semaine, et ceci pour développer leur système osseux et musculaire. Système osseux pour justement prévenir plus tard dans la vie adulte et la vie au grand âge les problèmes liés à l'ostéoporose. Les activités physiques ont donc une répercussion positive sur l'appareil locomoteur en développant les os, les muscles et les articulations. Les activités physiques permettront de développer de façon optimale le cœur et les poumons. En faisant des mouvements sportifs complexes, le jeune apprend à faire des mouvements de coordination, donc c'est ce qu'on appelle la psychomotricité. Pour ce qui nous concerne ici, dans la prise en charge des jeunes avec des problèmes de poids, l'activité physique permet de garder un poids approprié. Et finalement, le fait de participer à des groupes avec d'autres enfants du même âge, avec des problématiques similaires, permet à nouveau d'avoir des rencontres sociales, donc de développer les compétences sociales qui sont souvent diminuées chez ces jeunes qui souffrent souvent aussi là des situations de retrait social ou d'isolement social. Voilà, la prise en charge à la Cana clinique, elle sera donc réalisée sous forme de consultation ou alors surtout des prises en charge thérapeutiques ambulatoires. Il y a aussi une possibilité stationnaire, on le verra. Donc le médecin spécialiste en pédiatrie va voir le jeune et il procédera à un diagnostic. Il éliminera, pour ce qui nous concerne, des maladies organiques qui nécessitent un traitement particulier. Tout ça en utilisant un bilan diététique et psychologique avec l'enfant et éventuellement avec les parents. Et à la suite de cela, il développe une stratégie thérapeutique. Ici, les stratégies thérapeutiques proposées à la Cana clinique sont donc tout d'abord les interventions du médecin pour des maladies spécifiques, que ce soit la maladie diabétique de type 2 ou d'autres maladies hormonales comme les problèmes de thyroïde. Après, il va donner des conseils aux enfants et aux parents quand il s'agit donc d'obésité par excès d'apport calorique. Donc il va leur donner des conseils sur l'activité physique à adopter et puis aussi des conseils sur l'alimentation. Pour l'activité physique, c'est comme le docteur Arabe qui vient de le détailler dans l'exposé précédent. Il faut inciter les jeunes à bouger, à sortir dans la rue, à faire des activités avec la famille, peut-être aller dans un club sportif ou à participer à d'autres associations de jeunes comme le scoutisme ou les secouristes pompiers. On va leur recommander d'éviter trop de temps où ils sont immobiles, par exemple en regardant le téléviseur ou en étant sur leur console de jeux de vidéo. Pour l'alimentation, on va bien évidemment recommander tout ce qui est sain, c'est-à-dire une alimentation équilibrée et peut-être aussi, comme dans le précédent exposé, mettre l'accent sur l'importance de prendre des repas en famille parce que c'est un lieu d'échange et les enfants qui peuvent manger en famille ont une alimentation beaucoup plus équilibrée que les enfants qui doivent manger seuls et qui grignotent des aliments non sains. Bien évidemment, une alimentation non adaptée, telle le fast-food, est déconseillée. Après cela, si ces conseils simples ne sont pas suffisants, les enfants sont orientés
vers une prise en charge plus structurée. Alors, il y en a 3 pour le moment. Donc, la clinique pédiatrique propose une activité structurée en hospitalisation à partir de cette année pour les enfants âgés de moins de 10 ans. Donc, ils seront hospitalisés pendant les vacances d'été, pendant quelques semaines à la clinique pédiatrique, où ils ont un programme thérapeutique dans lequel les parents aussi sont invités à participer. Après, la plupart des enfants sont quand même orientés vers le Rehab Center, donc ce seront les jeunes entre 8 ans et 18 ans ou 17 ans, où ils pourront participer à un programme de rééducation ambulatoire. Et finalement, pour les cas plus complexes, plus difficiles, avec des obésités très importantes et un contexte psychologique ou social compliqué associé, il nécessite souvent une prise en charge en hospitalisation dans le service de psychiatrie juvénile qui est géré par le docteur Arabe. Donc, une fois que les patients viennent au Rehab Center, c'est pour réaliser donc un programme ambulatoire 2 fois par semaine sur une période de 3 à 6 mois. Là aussi, les enfants sont vus par le médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation qui confirme le diagnostic ou pose un diagnostic si celui-là n'avait pas été clairement établi auparavant. Il réalise un bilan fonctionnel pour pouvoir évaluer les progrès des performances des enfants lors de la prise en charge. Les thérapies proposées au Rehab Center donc, sont des activités sportives appelées activités physiques adaptées. Il y a une prise en charge diététique et une prise en charge psychologique. Et les enfants seront encadrés par un éducateur qui les accompagnera tout au long de la prise en charge et qui sera alors l'interlocuteur privilégié en cas de problème si l'enfant veut entrer en contact avec les thérapeutes ou ont des réclamations peut-être à transmettre via leurs parents. Le calendrier du fonctionnement du groupe est le suivant. Donc, ce sera 2 séances par semaine pendant plus ou moins 2 heures, les mardis et jeudis après-midi, après l'école, donc les mardis et jeudis après-midi. Au Luxembourg, les écoles en principe une après-midi libre. La prise en charge se fera uniquement pendant la semaine et donc pas pendant le week-end ni pendant les vacances. Et on a prévu de faire comme ça des périodes de 6 semaines, 2 fois de suite. Donc pourquoi 6 semaines? Parce que entre le programme scolaire luxembourgeois est organisé de façon qui est toujours 6 semaines de cours entrecoupées d'une période de vacances. Donc 2 périodes de 6 semaines seront 12 semaines de prise en charge et donc c'est une période totale de 3 mois. Cette période de 3 mois peut éventuellement être reconduite à 6 mois. La population des enfants et adolescents est donc du jeune, de 6 ans à 18 ans. Donc pour que le groupe fonctionne bien, on fera une séparation entre les enfants plus jeunes à l'âge d'enseignement primaire et un groupe d'adolescents plus âgés, donc qui ont en général l'âge de l'enseignement secondaire. Les objectifs qu'on veut amener pour ces jeunes-là, pour participer à des activités sportives, c'est de leur donner plaisir ou le goût de faire des activités qui n'avaient jamais l'habitude de faire. Donc on va faire un programme qui est adapté à leurs performances et on va les écouter pour voir quelles sont les préférences pour qu'ils puissent bien adhérer au traitement. Par le fait de participer à ces activités qu'ils découvriront, beaucoup de jeunes ressentent alors le bénéfice qu'ils peuvent retirer de cette activité qu'ils n'étaient pas habitués de faire et par là aussi avoir moins de freins pour pouvoir continuer après à se lancer à des activités qu'ils ne se sentaient pas capables de réaliser jusqu'à présent. Ici, c'est le catalogue des activités qu'on peut proposer. Il n'est pas
exhaustif. Donc, c'est des exemples. Il y a des sports collectifs, des sports d'endurance. Il y a des sports plus exotiques comme le tir à l'arc ou l'escalade. Et ce qui est aussi beaucoup apprécié par les enfants, surtout les filles, c'est des cours de danse. Donc on est très varié et on essaye chaque fois, selon les demandes du groupe, d'adapter l'activité qui est la plus appréciée au moment. À côté de l'activité physique, on a une prise en charge par le service diététique et psychologique. Là, on a créé des ateliers communs avec le psychologue et la diététicienne qui proposent 12 modules avec des thèmes bien particuliers. Donc ici, par exemple, le premier module est comment utiliser les sens pour manger. D'autres thèmes, ce seront l'analyse d'une assiette idéale. Un thème intéressant, c'est savoir lire les étiquettes sur les emballages des aliments. On explique ce que c'est le goût, les sucres, les graisses. Et un atelier d'orientation plutôt psychologique, ce sera de faire des discussions sur ce qui est l'image de soi. Donc les jeunes ont souvent certains des jeunes qui viennent au Rehab Center ont besoin qu'on leur explique bien quels sont les facteurs qui influent la perception du corps qu'ils ont d'eux-mêmes et de la perception du corps peut-être par leurs amis. À côté, il y a des ateliers pratiques, alors des ateliers de cuisine où on fait des petits repas avec les enfants. On fait des mueslis, on peut faire des dégustations d'aliments, ainsi de suite. Donc le programme est réalisé en même temps en binôme avec le diététicien et le psychologue. Et les psychologues, à côté donc, de l'activité d'enseignement, ont aussi encore une activité spécifique où ils font des groupes de méditation sur le comportement alimentaire. Donc c'est le mindfulness training. Ils font aussi des groupes de parole où les jeunes peuvent s'échanger entre eux et finalement ils restent à la disposition pour être à l'écoute de jeunes qui pourraient éventuellement avoir des demandes particulières ou qui présenteraient une situation de crise. Le service national de psychiatrie juvénile prendra donc en charge les cas plus complexes, donc les jeunes avec une obésité importante. Donc, a priori, ils seront pris en charge d'abord en hospitalisation pendant quelques semaines ou quelques mois, à la suite duquel une prise en charge ambulatoire, soit en hospitalisation de jour ou en ambulatoire plus légère, pourrait être continuée pendant plusieurs mois, voire même jusqu'à 2 ans. Ici aussi, les jeunes sont donc vus par un médecin spécialiste en pédopsychiatrie qui pose un diagnostic et à l'issue de ce diagnostic met en route un programme thérapeutique. Dans le programme thérapeutique interviennent à nouveau donc, le psychologue, le diététicien, le professeur d'éducation physique. Et ce qui est particulier ici, c'est qu'ils ont un corpothérapeute, donc un thérapeute psychocorporel, donc un thérapeute qui travaille spécifiquement la perception de l'image de soi chez les jeunes. Donc, l'objectif est d'améliorer le Selbstwertgefühl. Tous les intervenants dans la prise en charge, d'ailleurs, mettent beaucoup d'énergie pour avoir une idée, pour avoir une démarche positive sur le développement psychique des jeunes lors de la prise en charge. La psychoéducation, c'est très important. C'est quelque chose à laquelle tout le parcours du jeune dans le service est basé. Ici, c'est l'exemple d'une semaine type
de prise en charge lors d'une hospitalisation dans le service de psychiatrie juvénile. Donc il y a les interventions il y a les interventions de tous les thérapeutes qui se feront sur tous les jours de la semaine et sur toute la journée. Donc il y a des activités le matin et des activités l'après-midi. Je ne vais pas détailler tout ça dans le détail, mais c'est donc des plans de traitement qui seront adaptés aux jeunes, aux besoins spécifiques des jeunes présents à ce moment-là dans le service. Voilà, maintenant j'ai terminé et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Schmidt. Merci beaucoup aussi à Dr Arabe et à Dr de Beaufort. Donc moi, je vous propose maintenant qu'on passe à la séance questions-réponses. Merci beaucoup à tous celles qui nous ont envoyé leurs questions sur le chat. Donc on peut commencer par une des premières. J'ai juste besoin de quelques secondes que les questions arrivent par la régie. Voilà. Donc la première serait une question en allemand. Was können Eltern tun, wenn sie mehrere Kinder haben, von denen ein Kind unter Adipositas leidet und die anderen eher normal bis untergewichtig sind? Ja, danke für die Frage. Das ist natürlich eine schwierige Situation für die Eltern. Letztlich eigentlich nicht viel anderes. Also im Endeffekt geht es ja jetzt nicht darum, dass ein Kind mit Adipositas niemals etwas Süßes essen darf, ja, oder niemals etwas anderes, ja, mal eine Kleinigkeit, mal Chips oder so etwas haben kann. Es geht immer darum, um die Komposition, also um die Zusammenstellung, wie viel davon da ist. Also es ist natürlich ganz wichtig, darauf zu achten, dass wirklich eher ausgewogen sich ernährt wird, wirklich viele gesündere Lebensmittel wie viel Gemüse, viel Rohkost etc. auch da ist, dass das auch den anderen Kindern angeboten wird, das finde ich absolut normal. Das andere Thema ist natürlich die Bewegung. Ja? Also es bleibt dabei, es ist wichtig auch, das zu fördern mit der Bewegung, zu schauen aber, dass man vielleicht nicht zu viele Snacks oder so etwas zu Hause rumliegen hat, die jederzeit dann sozusagen genommen werden können. Das würde ich raten. Alors, encore une question. Est-ce que l'arrêt brutal d'une activité sportive intense entraîne nécessairement un risque d'obésité? Je vais peut-être répondre là. Je dirais que non, pas nécessairement. Il arrive cependant que des sportifs de haut niveau, donc qui avaient une activité sportive intense, effectivement, avaient un régime particulier et à l'arrêt de cette activité sportive, s'ils ne prennent pas attention à adapter alors leur régime alimentaire en fonction des nouvelles circonstances, ils risquent effectivement de développer des problèmes d'accumulation de poids. Il faut quand même dire que les sportifs, à la base, ne sont certainement pas des patients à risque d'obésité, et donc pour qu'ils deviennent qu'ils entrent dans les fourches ou zones à risque de développer une obésité, il faut qu'ils mangent vraiment beaucoup. Et en général, donc les activités, les sportifs, du fait de leur psychisme, feront déjà attention bien avant à ne pas avoir cette dérive vers l'obésité. Donc c'est très rare d'avoir un patient obèse qui était au départ un sportif de haut niveau. Donc je dirais que le risque est très faible. Et ça veut dire que les habitudes saines, une fois installées, aident à la prévention, en fait, finalement. Oui, je pense que c'est tous une question d'équilibre. Et que, comme tu disais, c'est l'équilibre. Quand il y a une dépense énorme à cause d'une activité sportive, il faut rester attentif. Je connais des nageuses olympiques aux Pays-Bas qui ont vécu des situations plus difficiles, mais en général, le professionnel ou le sportif de haut niveau a cette discipline aussi, parfois, après se reprendre en main. C'est l'équilibre. Oui. Enfin, tout est possible, mais oui, en général, quand même, les gens avec un background de sportif de haut niveau, donc c'est plutôt pas les patients... c'est pas les premières. C'est pas les premières. Ici. Alors là, c'est pour toi.
Oui, est-ce qu'il y a des exercices faciles qu'on pourrait faire en famille avec un jeune obèse à l'intérieur, par temps de pluie ou confinement, quarantaine, qu'on connaît déjà bien? Oui, des exercices à faire. Donc maintenant, bon, ça c'est le worst case scénario. Hein. Donc temps de pluie, confinement, on ne peut pas sortir. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Donc si on arrive, indépendamment de l'alimentation qu'il faut bien sûr surveiller et adapter, faire des activités physiques à l'intérieur, on n'a pas beaucoup de possibilités. Hein. Ouais. Donc je sais que maintenant, beaucoup de familles ont quand même un minimum d'équipement de fitness à la maison, un home trainer ou des stations de fitness, de musculation. Bon, si le papa dispose d'une installation comme ça dans la cave, oui, il faut mettre les jeunes aussi dessus. Maintenant, si on habite dans un appartement, il n'y a rien, on peut toujours circuler dans la maison et donc faire un entraînement dans les cages d'escalier. C'est un excellent exercice. D'ailleurs, on le conseille aussi pour les gens au travail. Donc, plutôt que de prendre l'ascenseur, on leur recommande marcher dans les cages d'escalier. Donc, c'est un exercice qui ne coûte rien et ça vous permet d'économiser l'inscription dans un studio de fitness. Et vous faites une économie énorme là. Une autre chose, je pense, qui fait aussi de bonheur, c'est aussi un peu de danser. Hein? Mettre la musique, danser, ça c'est aussi quelque chose qui fait de très bien. Il y a aussi du jeu des petits-enfants qu'on peut faire, oui, ça dépend un peu aussi de l'âge de l'enfant, je pense, oui. Et je pense faire des choses ensemble. Je pense que quand on fait un jeu de société et on ne met pas directement un sachet de quelque chose un peu plus riche, il faut peut-être essayer de jouer là-dessus, mais des choses qui sont plutôt bien pour la santé. Ça détend, ça distrait. Et à ce moment-là, on est quand même actif, même si c'est peut-être pas directement toujours physique. Ouais. Et il y a plein de jeux qu'on peut faire avec des jeunes enfants. Il y a des activités énormes qu'on peut faire sans avoir quoi que ce soit comme matériel. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est s'asseoir et dire « Oh là là, qu'il fait mauvais, c'est triste ouais. ». Et là, il faut peut-être en tant que parent aussi essayer de mobiliser. Ouais. Là, j'aimerais bien répondre. Il y a eu une belle étude à Hanovre où ils ont fait de l'activité physique en maternelle. Je pense une demi-heure par jour à l'école maternelle. Et ils ont pu voir que tous ces groupes d'enfants, et ça c'était une belle étude scientifique randomisée, et le groupe qui était avec ces demi-heures d'activité physique supplémentaire tous les jours était plus mince. Alors ça veut dire... Ce serait idéal, je pense que pour le moment, les charges de travail avec les enseignants, avec tout ce qui est télétravail, déjà il y a eu une telle pression sur eux et leur programme pendant les 2 ans et demi qu'on voit de nouveau, pendant le 1 an et demi, on voit de nouveau que les maladies transmissibles prennent la place des maladies non transmissibles. Mais je pense qu'il faut vraiment rapidement qu'on remet les non transmissibles comme l'obésité sur le tapis et sur la liste prioritaire, parce que ça sont les maladies qui ont des complications long terme qu'on peut éviter. Oui, je trouve aussi cette question très bien et c'est très important parce que c'est vrai que nos enfants sont beaucoup assis à l'école et sont longtemps à l'école. Et c'est comme ma collègue a dit, Dr. de Beaufort, de mettre quelque chose en place comme une demi-heure, comme le Frühsport le matin déjà, avant de commencer. Ça aussi améliore aussi la concentration, par exemple, avant de travailler. Ça, c'est aussi déjà bien de faire plus de choses en... ça existe les concepts de Schule in Bewegung, alors l'école qui bouge un peu, oui, ça on peut faire plus, mais il y a des choses qu'on peut faire en plus en bougeant, en sachant que si on bouge et fait les choses, ça c'est toujours mieux pour les mémoriser, oui. Ouais. Alors c'est pas toujours nécessaire qu'on reste si longtemps assise, oui, pour nous. Oui. Donc, moi, j'aimerais peut-être rajouter là-dedans aussi, pour dire qu'effectivement l'activité physique est très importante dans les écoles. Et souvent, nous, en tant que médecins, on est sollicité pour faire des certificats d'exemption pour participer aux cours d'éducation physique. On n'aime pas le faire parce que ce n'est pas bien. Donc l'école sert à transmettre des savoirs, mais ça sert aussi à apprendre à bouger avec les autres enfants. Ça développe les compétences sociales, c'est très important dans notre société actuelle où tout le monde est cloîtré chez soi, il ne sort plus, il ne parle plus avec les autres, se défouler dans la récréation avec des
des enfants du même âge, mais ça crée des échanges très, très riches. Et c'est aussi important, je pense, en tout cas à l'école primaire, que d'apprendre à parler des langues ou à faire des calculs savants qui ne servent à rien si après on n'est pas capable d'aller à l'encontre d'autres gens de la société, parce qu'on n'a jamais appris à le faire. Donc le sport, ça aide à beaucoup de niveaux. Donc en résumé, le message à mémoriser, c'est vraiment que il faut bouger, il faut faire de l'activité physique, il ne faut pas le négliger, il faut vraiment l'intégrer dans le programme scolaire. Et ça serait bien si les professionnels de santé travaillent ensemble avec les écoles pour promouvoir cette activité à tous les niveaux. Absolument, absolument. Oui. Alors, oui, une question pratique. Est-ce que les séances pour les adolescents en situation d'obésité sont remboursées? Et quels sont les critères d'admission? Je suppose qu'on parle ici du programme, des programmes de groupe, en fait, qu'on a présenté. Oui, alors si on parle de programmes de groupe, sont tous remboursés. Oui, ce sont des structures, ce sont des hôpitaux où on est. Alors, ça sera remboursé par la CNS, si c'est ça la question. En ambulatoire, en principe, oui. La seule chose que je ne sais pas pour les diététiciennes en ambulatoire, là je pense, c'est aussi prise en charge. Ok. Ça, c'est une très bonne pas en avant. Une bonne nouvelle. D'accord. Même en libéral, l'approche des éthiques a beaucoup changé, est devenue très structurée et prise en charge. Très bien. Et le Rehab Center pour le moment. Oui, donc ça ne fait pas encore très longtemps qu'on fonctionne, hein. Ça fait seulement depuis 2018 que le programme est en route. Et effectivement, pour le moment, tout est pris en charge. Mais on sait qu'en Allemagne, il y a les caisses de maladie qui ont développé justement ce concept-là parce qu'il faut mettre en place quelque chose à la population pour donc aller à l'encontre de cette maladie qui est l'obésité. Et donc, pour les caisses allemandes, si vous mettez en place un programme structuré, donc tel que nous tel qu'on a pu le mettre en place chez nous maintenant, ils accordent des prises en charge. Donc, oui, la sécurité sociale, normalement, prend en charge, oui, mais ce n'est pas encore complètement dans des draps secs au Luxembourg. Ok, critères d'application, je pense pour le moment, on a développé ce système structuré où il y a l'entrée à un endroit, en principe encore, à la clinique des enfants, et toutes les personnes qui sont vues là sont discutées en groupe avec les équipes de Kirchberg et de Robert Schumann et du Rehab Center, parce que vous êtes tous les deux au Kirchberg. Et à ce moment-là, il y a des décisions de prise parce que c'est clair qu'il y a beaucoup plus de demandes que de places. Et là, il faut faire un tri, mais ça ne veut pas dire quand on n'est pas pris en charge maintenant dans un des deux groupes intensifs que ça ne pourrait pas se faire par la suite. D'accord. Donc la porte d'entrée se fait par la canapé. Pour le moment, ça fait la mise au point, c'est fait à la clinique des enfants pour par la suite être discuté en équipe parce qu'on a tous nos compétences. Qui sont, je pense, nécessaires pour essayer de bien personnaliser et individualiser cette prise en charge, je pense. Alors, je pense qu'on ne peut pas maintenant parler des critères très clairs, bien sûr, ça dépend toujours aussi un peu de la souffrance de l'enfant, ce que s'était passé avant, de la motivation, de la situation d'enfant ou de l'adolescent. Et là, on discute quel type de prise en charge sera le meilleur, Et dépendant de l'historique, etc., on voit un peu qu'est-ce que c'est la première étape ou qu'est-ce que c'est la première chose qu'on va décider. Mais ça, on fait toujours en collaboration avec les collègues. Oui. D'accord, merci. Alors, on attend juste encore la prochaine question. Alors, oui, une question assez intéressante, particulière. Est-ce qu'il y a une prise en charge particulière en cas de facteur génétique ? Ça dépend de quel type de facteur génétique on parle. Je pense que ce qui est très innovateur et actuellement discuté à l'agence de médicaments, c'est une prise en charge médicamenteuse pour une anomalie génétique où on parle de maladie monogénique. Mais ça, c'est
extrêmement rare. Je pense pour le moment, notre frustration est plutôt qu'il faut, on connaît qu'il y a une prédisposition génétique, mais on ne connaît pas, pour la plupart, le gène spécifique. Ça veut dire qu'il faut toujours qu'on fait recours au équilibre dont on a parlé et surtout essayer, comme tu disais, les facteurs qui sont le plus importants pour la personne en question. D'accord. Oui. Alors, est-ce que le sommeil joue un rôle dans le surpoids, la prise de poids? Oui, alors, Oui, vas-y, non. alors je peux dire en global que c'est connu qu'un manque de sommeil, oui, que ça c'est quelque chose qui est un indicateur ou quelque chose qui aide à être plus dans le surpoids, oui. Ça c'est vrai. Est-ce que c'est ça la seule chose? C'est un peu difficile à dire, oui. Mais c'est très important. Alors, si on a un problème de sommeil, ça sera très important de traiter aussi ça et d'avoir aussi, pour aider aussi dans ce sens-là. Oui. D'accord. En tout cas, le problème de l'obésité entraîne des troubles du sommeil. Okay. Donc, c'est très connu chez l'adulte. Donc, le sommeil est perturbé par le fait que les gens avec de l'obésité ont tendance à faire des pauses respiratoires. Donc, pendant les pauses respiratoires, il y a une oxygénation qui est moins bien faite dans le corps en entier. Et donc, l'organisme ne récupère pas aussi bien dans un sommeil entrecoupé avec des pauses respiratoires que dans un sommeil qui est normal, non entrecoupé de ces pauses respiratoires. Donc, oui, le sommeil a une importance à pouvoir restaurer un sommeil le plus normal possible. Voilà. C'est important de bien dormir, de bien se reposer pendant la nuit. Alors auparavant, ça on le connaît tous, on forçait les enfants à terminer leurs assiettes. Au moins notre génération le connaît. Est-ce une bonne façon de faire? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que c'est quelque chose que les parents d'aujourd'hui font? Oui. Alors, oui. Non, alors, de mon point de vue, oui, c'est peut-être pas la bonne façon de faire, oui, parce que les enfants ont souvent une bonne feeling pour leur sentiment de saturité. Oui. Et ça, c'est quelque chose que c'est très important à le garder, oui, le plus possible, oui. Bien sûr, c'est toujours aussi un peu les questions. Est-ce que je termine pas ma assiette, j'ai le droit d'avoir un dessert ou non? Il y a le droit d'avoir ça et ça. Ça, c'est quelque chose où les parents peuvent être un peu très clairs. Oui, si il y a des choses qu'on doit manger, si on est plus faim, c'est OK, mais c'est pas que la chose qu'après on mange des sucreries. Oui. Je pense que ça, c'est important. Mais je pense à la base, cette idée qu'on doit manger son assiette, là, on fait un peu le contradiction. On fait un peu quelque chose qui n'est pas bien parce qu'on ne laisse pas eux d'avoir cette estime de leur saturité. C'est ça. Ouais. Et ça, c'est important. Oui, parce que beaucoup de gens qui sont très obèses ou qui ont le trouble alimentaire ont plus ce sentiment clair. Ouais. Oui. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit essayer de garder le plus possible. Il faut faire confiance à ses enfants. Oui, de savoir quand je suis saturée, c'est fini, de ne pas surmanger les choses. Pas forcer, mais quand même que ça ne devient pas du grignotage toute la soirée après. Ça aussi, c'est vrai. Beaucoup mieux qui se trouve derrière. Oui. Je pense quand même que c'est une situation un peu délicate parce que justement, on veut apprendre aux enfants à manger de façon variée, des aliments qui sont sains pour eux, mais malheureusement, ce n'est pas toujours les aliments qui sont les plus appréciés par les enfants. Et donc, si on met une assiette de légumes ou de fruits et que l'enfant dit non, je ne veux pas, et que le papa et la maman ils disent si tu dois terminer ton assiette, oui, comment est-ce qu'on les amène à ce qu'ils puissent apprécier à avoir une alimentation saine? Donc je pense que ça c'est un challenge pour les familles. Donc c'est de l'éducation. Hein. Oui, c'est ça, mais c'est aussi le challenge pour toute la famille. C'est aussi un peu toujours aussi la question, est-ce que les parents mangent aussi un peu de la même façon ou non? Oui. Et c'est toujours un peu de proposer.
Et après, on va voir, oui, bien sûr, on ne doit pas très fixer sur 16 jours, ça doit être mangé. C'est toujours un peu de voir au long terme. Oui, si à long terme, on voit, elle grignote beaucoup, elle ne mange pas, on doit peut-être changer quelque chose. Il n'y a pas des grignotes souvent, juste quelques heures, et l'enfant vient normalement après. Oui. Donc, et peut-être aussi regarder un peu l'âge de l'enfant. C'est ça. Hein, je pense que si on a un enfant qui vraiment est dans cette phase où il doit un peu voir où se trouvent ses limites, je pense qu'il faut essayer de le faire dans le positif, avec le respect aussi de satiété, mais en même temps, quand même avoir un certain nombre de règles. Quand il y a quelque chose de bonne santé sur l'assiette, c'est quand même ça, ou peut-être rien. Quand tu n'as plus faim, tu ne manges rien, pas de problème. Parfois. OK. Alors, est-ce qu'un enfant suivi par une diététicienne libérale peut assister à des ateliers de Reha Center de manière ponctuelle, sans suivre l'intégralité du programme? Bon, là, pour les enfants qui sont inclus dans le programme du Reha Center, on voudrait quand même qu'ils aient tous une prise en charge structurée, donc qu'ils aient les mêmes intervenants au même moment de l'évolution de leur dossier. Donc, si une diététicienne libérale met en avant le problème de l'obésité, c'est bien de l'adresser au Reha Center, mais nous, on va quand même toujours réorienter le jeune à la clinique pédiatrique où les pédiatres vont alors faire un diagnostic très poussé pour être sûr qu'on ne passe pas à côté d'une maladie qui nécessite un autre traitement que le concept de prise en charge moteur. Mais une fois que le feu vert est donné par le médecin pédiatre et qui dit que oui, c'est un patient pour le programme, on vient bien sûr l'inclure dans le programme, il n'y a pas de problème. Mais une fois qu'il sera dans le programme, il suivra quand même aussi là, la partie de la diététicienne du programme qui fait ses ateliers communs là, avec le service de psychologie. C'est quand même un programme structuré. Et je pense que c'est un peu ce qu'on dit en anglais, un package. Ça veut dire qu'il y a tous les aspects que nous, on pense sont importants qui sont inclus. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, une fois suivi par une diététicienne libérale, plus jamais participer au Reha Center, mais on voudrait quand même, je pense, respecter, parce que le travail en groupe est très, très important aussi pour vos deux structures. Je pense qu'on a des retours très, très positifs des jeunes, parce qu'ils ont trouvé des autres jeunes. Oui, parce qu'on aimerait avoir cette Gruppenfeeling, alors ce sentiment de groupe, parce que souvent, comme on a parlé, les enfants ou adolescents avec une obésité ou une surcharge pondérale sont vécus souvent la solitude, qui sont un peu à part, qu'ils ne peuvent pas participer à certains programmes sportifs, qui aussi souffrent souvent de mobbing. Et là, c'est important qu'ils ne sont pas un peu seuls, qu'ils sont aussi un groupe, qu'il y a aussi d'autres qui ont les mêmes problèmes. Et on travaille ensemble contre ça. Oui. Et c'est ça, soit dans le programme de Reha Center, soit dans le programme chez nous à la Service national de psychiatrie juvénile, on essaye de forcer ce sentiment de groupe pour les aider ensemble pour travailler sur ça. Parce que c'est un travail long terme, on a besoin de beaucoup de force. On a besoin d'un un peu ce sentiment, on n'est pas seul, il y a aussi d'autres, on peut faire ça aussi un peu ensemble. Ça, c'est quelque chose de très important à l'âge des enfants et adolescents. Voilà, c'est en fait la dynamique du groupe qui est le moteur de la prise en charge qui fonctionne. Donc, une fois que le groupe il adhère à un programme, ça permet de lever des blocages chez des enfants qui ne voulaient peut-être pas faire une activité ou une autre, mais en voyant que le copain ou la copine, ils le font et que ça ne leur cause pas de tort et au contraire qu'ils se sentent mieux après, ils participent. Donc ce serait dommage de ne faire qu'une partie du programme à certains enfants, alors qu'on sait qu'il faut de tout pour que le tout avance de façon positive pour tout le monde. Alors, à partir de quel âge les enfants sont menacés de l'obésité? Est-ce qu'on peut parler de l'obésité chez les bébés? Et si oui, est-ce qu'on peut la prévenir? Comment la prévenir? Hélas, oui. Ça peut commencer très très tôt. Je pense que de nouveau ici, il faut voir quelle est la cause, surtout chez les tout petits. Ça peut être qu'on veut tellement faire du bien
au bébé, qu'on le donne à manger avant que peut-être il a faim. Je reviens sur ce que tu disais avec la satiété. Quand je nourris un bébé dès qu'il fait un petit bruit, ça pourrait avoir cet effet. Mais on peut le voir aussi chez un enfant ou un bébé qui a une anomalie génétique où cette obésité démarre très très tôt. Et là, le risque que ça soit génétique est plus observé chez les enfants très jeunes qui développent cette obésité très jeune que chez les enfants plus grands. En même temps, il y a aussi des bébés qui ont un allaitement et qui sont des beaux bébés ronds où ce n'est pas une vraie obésité où on se fait des ceci. Ouais. Mais je pense qu'on ne peut plus dire dans le passé, quand on avait une bonne réserve, c'était très important parce qu'à ce moment-là, en cas de maladie ou en temps de précarité, on avait cette réserve. Or, maintenant, le risque que ça ne part plus ou que ça ne change pas à cause de la société qu'on a actuellement est là. Et je peux vous dire, il y a aussi des sociétés dans lesquelles c'est très important d'avoir des bébés et des femmes qui sont costauds. Parce que ça fait partie de la culture. Et je pense que maintenant, on sait que quand ça donne un risque pour la santé et donne des complications qui sont vraiment importantes, il faut agir plus tôt. Et là, c'est leur réponse rapide. Oui, ça peut arriver même chez les bébés et parfois, il faut même faire attention à cet âge-là. Alors, et si un enfant mange trop, va-t-il devenir obèse? Ça dépend quand il mange trop et beaucoup, ou quand il mange trop et il s'arrête. Et de nouveau, comment est son métabolisme? Je pense que là, on essaie d'apprendre qu'il mange calmement et qu'il mange bien, etc. Et il faut se poser aussi la question, quand on mange vite, c'est pourquoi? C'est parce qu'on n'aime pas être à table? C'est parce qu'on a faim? C'est parce que... Bon, parce que je veux jouer, parce qu'il y a d'autres choses intéressantes à faire, parce qu'on n'a pas aussi déjà... On est encore assez impulsif s'ils sont petits parce qu'ils veulent faire d'autres choses qui sont plus intéressantes. Je pense aussi c'est toujours aussi la question qu'est-ce qu'on a mangé de trop? Est-ce qu'on bouge beaucoup? Oui, ça c'est aussi un peu la question, ça c'est à observer. Oui. Est-ce qu'un enfant obèse sera forcément un adulte obèse? Le risque est très grand. C'est pour ça qu'on est devenu beaucoup plus active dans le domaine de l'obésité juvénile. Et on travaille dans cette équipe parce que le risque est beaucoup plus important quand on a une obésité, surtout vers l'âge adolescence, de rester un adulte ou de devenir une adulte obèse. Et si on peut prévenir, on réalise de plus en plus que c'est vraiment important. Et les maladies, comme dit le diabète de type 2, on ne l'a pas encore autant ici qu'en Amérique. En Amérique, il y avait à un moment donné dans les cliniques d'enfants avec diabète, 50% qui avaient un diabète de type 2 insulino-résistant. Or, ce qu'ils ont vu chez l'enfant ou l'adolescent avec un diabète de type 2, les complications arrivent dans 4 ans. Et pour l'adulte, ça prend 20 ans. Pour l'adulte plus âgé. Alors, c'est une maladie qui n'est pas inodin et qui est dangereuse. Alors, il faut essayer d'éviter le risque plus haut. Alors, une question, je pense, cruciale pour bien terminer. Comment parler à son enfant de son poids excessif? Bon, de parler, alors je pense, au début, c'est un peu important de l'observation. Oui? Qu'est-ce que les parents observaient? Quand on a commencé de manger plus, oui? Et dans quelle situation, ou qu'est-ce qu'on peut faire pour... interrompre ça un peu. Si par exemple, c'est une fille qui a juste devenu dans la puberté, c'est aussi un peu normal qu'il y ait un temps où on mange un peu trop, oui, un peu plus qu'avant, oui, ça c'est aussi quelque chose à voir. Alors toujours, c'est aussi un peu dans quel temps on parle, de quel espace. C'est pas que parce qu'il a mangé 3 jours trop, on va parler de ça, ou si le poids s'est un peu augmenté de 3 kilos ou 4 kilos, dans quel temps, un petit temps, on le parle tout de suite. Mais si on remarque que c'est plus long, c'est un peu de voir, je pense, premièrement, de voir qu'est-ce que je peux changer. Ça dépend, c'est un peu de l'âge de l'enfant, oui. C'est un petit enfant, c'est un peu la question aux parents, qu'est-ce que moi je peux faire autrement pour qu'il mange peut-être plus sain,
pour il bouge plus, qu'est-ce que je peux faire plus? Je pense que c'est moins de parler de ça, c'est plus de faire quelque chose activement pour gérer ça autrement. Si c'est une adolescente, bien sûr, là, l'impact des parents, c'est un peu moins. Là, c'est un peu aussi la question de voir un peu, ça c'est dans quelle situation. Est-ce que c'est parce qu'il cumule des choses, est-ce qu'il achète beaucoup de choses, il cumule ça dans sa chambre, il mange ça en cachette? Ça c'est aussi un peu la question de demander, ok, j'ai vu que tu manges beaucoup dans ta chambre, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose? Pourquoi tu aimerais manger plus seul? Est-ce qu'il y a d'essayer de comprendre ça un peu mieux? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et puis pas d'aller tout de suite, tu es devenue très grosse, tu es devenue comme ça. Ça, on doit vraiment un peu éviter, oui. Et comme ça, on peut être dans le dialogue. Et après, peut-être il y a tout ce qui vient dans le dialogue qu'on peut en parler avec l'enfant et voir comment on peut l'aider. Des fois, après un temps, ça vient, on lui dit, ok, oui, je sais, pour l'instant, je mange vraiment trop, je ne sais pas, c'est comme ça. Et là, on peut voir, ok, est-ce qu'on doit voir peut-être quelque chose qu'on peut changer, etc. Mais important, pas d'aller tout de suite et de donner le mot pas très gentil aux enfants parce que ça fait plus la stigmatisation et ça, c'est pas aidant du tout. Donc oui, la conclusion serait vraiment de rester très positif dans son discours, de bien communiquer avec son enfant, de ne pas tout de suite pointer le doigt et de dire voilà, de faire des grandes conclusions et de rester positif. Et vigilante, bien sûr aussi. Alors attentif aussi, bien sûr. Bien sûr. C'est ça. Okay. Je pense que c'est une très bonne conclusion, une très belle fin pour clôturer notre discussion. Donc, pour dire un résumé, donc on a bien vu qu'il s'agit, l'obésité, c'est une vraie maladie qu'il faut prendre très au sérieux, que heureusement, on a de très bonnes solutions au Luxembourg pour les enfants et pour les adolescents. Donc, nos internautes ont pu, pour rencontrer, voir les intervenants auxquels il faut s'adresser en cas de problème. Merci à vous tous, à nos experts. Merci Dr Arabe, merci Dr Schmidt, merci Dr de Beaufort pour ce webinaire très, très intéressant. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci au service communication, à mes collègues. Merci à nos partenaires techniques. Sachez que le webinaire sera disponible dès demain en replay sur le site internet des hôpitaux Robert Schuman et aussi sur la chaîne YouTube des HRS. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Un tout grand merci aussi à Santé Service pour le soutien. Merci, restez en bonne santé, bonne soirée.